Bonjour à toutes et à tous, pour ce premier épisode, je vous emmène chez deux filles absolument géniales qui ont créé Nectar, un espace culturel qui bouge beaucoup et dans tous les sens, mais toujours éthique et local. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur Facebook ou Insta pour leurs nombreux ateliers, expos, cours de yoga et autres choses qu'elles organisent. Sinon, je vous invite à les découvrir avec moi. C'est mon premier. Ah, c'est vrai. Le premier aussi. Bonjour Alicia, bonjour Margot. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Super. Ici, on est dans votre atelier. Vous pouvez un peu me décrire ce qu'il y a là autour de nous? Donc là, on est dans l'atelier de céramique. Du coup, il y a plein de pots autour de nous. Des objets qui sont faits par des élèves, parce qu'on donne des cours de céramique aussi, mais aussi mes pièces en construction et qui, une fois prêtes, fileront à la vente de la boutique. Cool. Vous êtes toutes les deux artistes. Oui. La céramique, c'est ta spécialité, Alicia? Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai mon atelier de céramique ici. Ça occupe une grande partie de mon temps. Et Margot, du coup, est plus fait du design d'objets. Peut-être que je peux te laisser parler de ça. Oui, moi j'ai étudié du coup le design intérieur et je suis décoratrice intérieure aussi. Mais depuis qu'on a créé ce projet, en tout cas pour ici, je m'occupe plus de tout ce qui est management et stratégie, on va dire. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet, du coup. Vous avez créé Nectar, un espace d'exposition, d'activités culturelles. Comment vous en êtes arrivé là? Moi, j'ai commencé cette aventure, donc quand j'ai voulu commencer à vivre de la céramique, je me suis rendu compte assez rapidement que mettre mes pièces en dépôt dans d'autres magasins, ça allait être très compliqué de pouvoir vivre de ça. Parce que les autres magasins prennent des énormes commissions et bref, je voyais pas trop comment agencer le truc. Du coup, je me suis dit, je vais créer mon atelier et mettre une boutique à l'avant pour pouvoir vendre mes pièces. Et donc j'ai trouvé cet espace et je me suis dit, autant le partager avec d'autres artistes. Et puis j'ai parlé de ce projet avec Margot et Margot m'a dit, ah mais moi j'avais exactement la même idée, mais plus en ligne, quoi, pouvoir promouvoir d'autres artisans, créateurs via le net, quoi. Et voilà, on s'est dit allions nos forces et parce qu'on était super complémentaires du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je dirais que on a sauté dedans le projet très rapidement. Mais après, c'est vrai qu'arriver à ce que ça en est aujourd'hui, oui, ça a pris du temps et c'était très progressif. C'est une évolution toujours très positive, mais c'était une évolution. Donc, on a vraiment commencé de zéro. Après, c'est vrai qu'on s'est vu une première fois en se disant que ça allait être comme un collectif d'artistes et qu'on allait juste être qu'on allait être vraiment plusieurs à organiser ce projet. Et puis plus on en a discuté, plus on s'est rendu compte qu'on était les plus investis dans le projet. Ouais. Et c'est là qu'on s'est lancé, mais on a tout de suite dit ok, on démarre et après ça s'est fait sur le tas assez rapidement. Il y a eu plusieurs phases. Une première phase pendant 2-3 mois où c'était vraiment la reconstruction de ce lieu parce que c'était vraiment dans un état assez déplorable, disons. Et du coup, ça, c'était les travaux, puis la mise en place de la SBL, tout ce qui est un peu logistique, administratif et compagnie. Et puis après, voilà, on a commencé nos activités, mais là même, donc ça fait un peu moins d'1 an. C'est toujours en évolution, évidemment, parce que en fonction de nos moyens, on fait des évolutions petit à petit. Et des opportunités qui se présentent aussi. Quand on a commencé, on partait avec certaines idées de ce que Nectar pouvait être et vers quoi ça allait évoluer. Et selon les clients qui se sont présentés, les opportunités, on a eu plus de pop-up que d'expositions ou à certains moments plus de marchés que voilà. Donc c'est encore des fois une surprise et en même temps on a une idée tous les jours un peu plus claire de ce qu'on fait tous les jours, quoi, de ce qu'on propose et donc voilà. Parce que du coup, maintenant, vous réunissez il y a plein d'expositions, il y a plein d'activités. D'où vient cette inspiration, cette idée de pouvoir rassembler tous ces artistes, toutes ces tranches de culture en un endroit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manquait, qui vous inspirait ou qu'est-ce qui vous a amené à ça?
Moi, je pense que tant Alicia comme moi avons beaucoup de casquettes et on aime beaucoup faire beaucoup de choses. Et donc, même dans nos vies personnelles, devoir choisir juste une filière ou juste une matière ou juste une passion était difficile. Et donc, quand on crée un endroit, cette question s'est reposée. C'était genre, on pourrait faire ça, mais on pourrait aussi faire ça, on pourrait aussi faire ça, on pourrait aussi faire ça, on pourrait aussi faire ça. Et donc, on a vraiment, malgré les barrières et les gens qui nous disaient non, il faut vraiment faire juste une seule chose dans la vie, on a vraiment poussé la barrière et dit, ok, on veut vraiment faire de tout et on veut intégrer toutes nos passions et tout ce qui en fait nous éveille quelque chose, donc que ce soit culturel, que ce soit spirituel, que ce soit artistique, artisanal, musical, enfin vraiment il y a tout. On veut pas de carcan et quand les personnes viennent se présenter à nous, si le feeling passe bien, nous on se dit ok, on a cet espace, autant le mettre à leur disposition aussi parce que ce qu'ils font est génial, donc voilà, c'est plus l'envie de partager, de tisser des liens aussi, et donc on n'est pas on n'a pas envie de se dire qu'on fait une seule chose et parce que voilà, c'est chouette d'avoir plein de, comme elle disait, d'être polyvalent et de promouvoir tout ça, quoi. Du coup, comment vous sélectionnez les gens ou les projets que vous exposez ici? Beaucoup au coup de cœur et ouais, vraiment au feeling. Après, on essaye de suivre une démarche un peu soit éthique ou durable ou local. Enfin voilà, ça c'est un peu le truc de base, mais ça peut partir dans plein de directions vraiment en fonction de si on accroche. Ouais. Moi je pense qu'il y a vraiment un filtre qui se fait naturellement, que ce soit quand les gens nous approchent nous ou quand nous on approche les gens. C'est-à-dire que on attire un peu vraiment ce qu'on est. Donc les gens qui se présentent et qui veulent créer un projet avec nous, ce sont généralement des gens qui partagent déjà certaines de nos valeurs ou qui ont été attirés par le lieu parce qu'il est chaleureux, parce que on se sent chez soi, etc. Et nous, de la même façon, quand on va vers des gens, c'est parce qu'ils ont une démarche qui nous plaît, parce que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, ou justement parce qu'ils ont une démarche éthique, locale, artisanale. Notre baseline, justement, c'est Ethic, Authentic, Aesthetic, et c'est justement pour... je pense que ça englobe vraiment nos valeurs, donc au final, tous les gens qu'on a exposés jusqu'à maintenant, c'est des gens qui avaient justement une de ces trois, on n'a jamais trois valeurs, quoi. Été confrontés à un refus et dire « Ah bon, toi, ça va pas passer. » Ouais, c'est naturellement toujours très bien mis, quoi. Donc les gens ont bien compris finalement c'était quoi l'identité de Nectar. Ouais. Et malgré le fait qu'on soit très polyvalente et qu'on ait souvent des questions, mais c'est quoi ici? Et alors c'est très difficile d'expliquer parce que on fait plein de choses, quoi. Donc il n'y a pas vraiment un mot qui sait définir ce qu'on est, mais... Moi je dirais que c'est des valeurs qui nous définissent et après tout est possible. Donc par exemple, même lorsqu'on a fait une de nos premières expositions, c'était justement avec le collectif de Schalk, voilà, pour les skates. Et pourquoi des skates, un environnement qui finalement était très artisanal et enfin pour nous du coup céramique, yoga, etc. Pourquoi une exposition de skate? Et finalement ça s'est très bien mis et eux étaient ravis de voir justement leurs pièces peut-être plus dans un style urbain, etc. Underground, dans un espace aussi lumineux, artisanal et chaleureux que Nectar. Et pour nous c'était trop chouette d'avoir justement leur approche hyper jeune et fun, donc au final, même quand ça vient d'un milieu complètement différent, il y a moyen qu'à travers nos valeurs ça matche, quoi. Et qu'il y ait une harmonie. C'est ça qui est chouette aussi, c'est de faire qu'il y ait une synergie entre tous ces univers et que même si on est tous très différents, on arrive à créer un truc chouette, quoi. Ouais, le point commun qui est finalement ouais, c'est ça. Nectar, c'est un peu l'essence... c'est d'où notre nom. D'où notre nom, c'est parce qu'on voulait, elle est un peu puisée à l'essence de chacun. De chacun, ouais. Et de chaque passion, en fait. Enfin, c'est venu de là, c'était l'essence d'Alicia et mon essence qui ont créé un projet. Et puis finalement, ce qu'on voulait, c'était regrouper tous les gens qui avaient cette même étincelle à l'intérieur et qui ont envie de faire des choses et en parler. Et nous, pouvoir se dire, on essaye de faire en sorte que ce lieu puisse vous accueillir aussi et vous mettre en avant. Donc... Pourquoi cette baseline éthique, esthétique et authentique? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour moi, c'était très important de faire comprendre aux gens qu'on peut consommer des objets, des produits esthétiques qui sont à la fois éthiques. Donc que l'esthétique ne doit pas forcément être commerciale ou surproduite et que au contraire ça peut avoir une histoire et c'est ça qui va donner d'autant plus de valeur à un objet ou à un produit consommé. Ou alors à travers les ateliers prouver aux gens qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent aussi faire eux-mêmes. D'où le côté esthétique et à l'arrière les valeurs authentiques et éthiques.
Et pourquoi donner de l'importance à l'éthique? Parce qu'on est dans une génération de surconsommation et je pense que les gens se rendent pas compte à quel point ça les affecte psychologiquement et même physiquement. Moi, je voulais rebondir sur un truc que t'as dit, donc par rapport au fait qu'on veut que ce soit esthétique, sans que ce soit un produit de luxe, que ce soit, qu'on puisse quand même rendre ça accessible, soit parce qu'ils le font eux-mêmes, soit parce que simplement c'est des artisans, mais on reste, on commercialise ça entre guillemets à des prix raisonnables, donc ça reste tout à fait accessible. Et donc, montrer un peu au commun des mortels, entre guillemets, que c'est possible de consommer de façon consciente et avoir des objets qui ont une âme derrière, une histoire, comme disait Margot, quoi. Ok, je vais insister un peu. Pourquoi est-ce important pour vous de montrer aux gens que c'est possible? Est-ce que vous essayez de changer les a priori vis-à-vis de l'artisanat? Je pense aussi qu'on a vu l'impact que ça a eu sur nos vies. Par exemple, Ali, quand elle s'est reconnectée avec justement les savoir-faire plus anciens, la terre, tout ce que ça lui apporte, je pense que c'est le cas. Et de la même façon, pour moi, avoir un mode de vie très minimaliste, pratique, comment ça nous a affecté personnellement, à quel point on en a vu les bénéfices. Et donc, c'était évident que ça allait se refléter dans notre projet. Et donc, de manière très instinctive et subconsciente, naturelle, c'est ce que les gens retrouvent dans ce qu'on fait, en fait. Donc, c'est pas du forcing, c'est pas non plus quelque chose on s'est dit, il faut absolument que ce soit ce qu'on va faire, mais ça s'est fait naturellement. C'est pas quelque chose où on essaye de suivre à tout prix, c'est toujours très naturel. Et au même temps, quand tu disais pourquoi donner de l'importance à ça, je pense que c'est un boom qui existe en ce moment dans notre initiative, dans notre projet, mais aussi dans plein d'autres initiatives. C'est de consommer mieux, c'est de revisiter la manière dont les choses étaient faites avant et en fait en quoi c'était justement mieux pour la santé mentale et physique et de la société en fait en général. Donc je pense que c'est de là aussi que c'est parti. C'est inspirant tout ce qu'on a vu autour de nous et du coup nous on a voulu s'inscrire dans cette vibe là aussi. Et chacun de son côté, j'ai l'impression, en tout cas de plus en plus, essaye de faire des petits changements vers une consommation plus durable. Ouais. Des petits changements qui vont faire du bien à l'environnement peuvent aussi être très bien intégrés dans une vie de maison avec des enfants ou dans une maison très belle, très moderne ou dans un environnement de travail très, très busy. Donc voilà, c'est une manière de montrer qu'il y a une flexibilité en fait et qu'une chose n'empêche pas l'autre, quoi. Et aussi, on a vu pas mal d'endroits qui ont émergé ces dernières années avec beaucoup de Belges, locales, etc. Et c'est super toutes ces initiatives, mais aussi beaucoup de choses qui sont plus DIY ou un peu bricolo du dimanche, qui est très chouette et on encourage tout le monde à faire les choses soi-même. Mais on voulait montrer aussi des personnes plus sceptiques que c'est possible de faire de l'artisanat sans que ça ait l'air d'être un truc fait par des scouts un dimanche après-midi, quoi, et qu'il y ait un vrai savoir-faire et un truc conscient et volontaire derrière, quoi. Et sincèrement, on le voit et on l'entend depuis à travers le retour de tous les clients qui passent par la galerie, c'est que ils sont ravis de voir déjà qu'il y a un retour au savoir-faire plus ancien et eux-mêmes du coup veulent s'investir. Donc ils sont passionnés parce que font les artisans comme Alicia. Eux aussi veulent s'investir, eux aussi veulent essayer et donc on voit que c'est une mentalité en fait qui se généralise en fait. C'est pas juste un petit groupe, mais voilà, ça devient c'est presque un effet de mode, quoi. Oui, vraiment. Mais un effet de mode positif, parce que du coup, si tout le monde s'y met un petit peu, ça peut améliorer la société de manière générale. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est un effet de mode positif parce que, comme on le disait, ça se fait en fait déjà depuis très longtemps, sauf qu'avant c'était des plus petites communautés, c'était des gens partaient faire du roofing dans notre pays, certaines auberges de jeunesse allaient avoir justement des concepts durables, éthiques, et au même temps on allait avoir un design super chouette, et donc les gens disaient c'est trop chouette, j'ai passé des vacances dans cet endroit qui était
voilà, hyper intéressant. Et puis de plus en plus de jeunes se sont dit qu'ils pouvaient vivre de ce qu'ils faisaient, et il y a cette énergie, cette envie d'entreprendre dans des savoir-faire justement comme la création de céramique, le tissage ou autre. Et en fait, ça inspire d'autres gens, et donc de plus en plus de monde le fait, et donc ça crée des communautés de gens qui veulent faire mieux, consommer mieux. Et Par le fait de faire un art éthique ou un artisanat plus éthique, peu importe finalement les valeurs que ça défend, est-ce que tu crois que se procurer cet art ou bien pratiquer cet art ou cet artisanat, ça a un impact directement sur leur bien-être ou sur leur mentalité? Moi, en tout cas, moi, à mon échelle, je suis convaincue que ça me fait énormément de bien de toucher la matière, de me couper un peu du brouhaha des villes, du quotidien, disons. Quand je suis dans mon atelier, c'est clair que ça me fait un bien fou, et quand je suis stressée, juste le simple fait de toucher l'argile, ça me calme et ça m'apaise énormément. Donc je pense que j'insuffle ça aussi après dans mes pièces, et que quand quelqu'un achète une pièce, apporte ce petit bout de moi chez lui, et peut-être que s'il l'a consommé de manière éthique et se retrouve avec plein d'objets comme ceux-là autour de lui, ben forcément ça a un impact, j'imagine. Et ouais, c'est pour ça aussi qu'on encourage un maximum à ce que ces personnes-là essayent de faire tout eux-mêmes aussi, et viennent découvrir ces univers à travers nos ateliers. C'est vraiment dans cette dynamique de se faire du bien à l'intérieur, et aussi dans ce qui nous entoure, parce que... Et pour rebondir sur ce que disait Alicia, je pense que même en tant que consommatrice, on voit à quel point, en tout cas personnellement, quand j'achète quelque chose qui a été fait par quelqu'un que j'ai pu rencontrer, du coup, voilà, quand on connaît l'artisan, je vais attribuer tellement plus de valeur, et je vais avoir tellement plus d'envie d'investir en fait dans cette pièce, de la garder dans le temps, de la mettre en valeur, d'en prendre soin. Donc ça aussi, ça fait partie de consommer mieux en fait, et esthétiquement aussi, ça va avoir un impact visuel beaucoup plus important, parce que ça raconte une histoire, l'histoire de l'artiste, l'histoire de pourquoi j'ai acheté cet objet, et donc ça attribue beaucoup plus de valeur, donc psychologiquement, et je pense que pour tous les gens qui vont consommer, c'est plus intéressant de consommer comme ça, quoi. Avec une histoire derrière, avec un savoir-faire, et avec une initiative positive. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous avez commencé Nectar? 1 an, ouais, depuis qu'on a commencé, et puis un peu plus de 6 mois, donc 8 mois par là, depuis qu'on a vraiment inauguré l'espace, ouais, et qu'on a commencé à recevoir des activités. Et maintenant vous êtes... alors c'est chargé, c'est booké, comment l'établissement vit? Ça fluctue vraiment en fonction des périodes. Il y a des périodes, par exemple comme maintenant, hyper chargées, où tout le monde se bouscule pour exposer, parce qu'on approche aussi des fêtes, etc. Donc l'espace est assez occupé. Et puis des périodes plus calmes, style l'été, où là il se passe moins de choses. Donc on en profite pour faire évoluer l'espace, faire des petites rénovations, etc. Donc au final, c'est occupé tout le temps, mais voilà, on essaye de dispatcher le truc tout au long de l'année, différemment. Au final, on est vraiment encore dans notre année d'expérimentation. Enfin, dans n'importe quel projet, j'ai l'impression, la première année va définir beaucoup de choses, beaucoup d'inattendus, ou beaucoup de choses qui vont bien se construire. Et donc, on le voit dans l'évolution. Genre, au début, c'était vraiment nous qui allions chercher des gens, et on voyait comment on allait vraiment booker chaque semaine. Et depuis, on a aussi des choses qui se mettent naturellement, des gens qui viennent vers nous, et au début on se dit ok, là on est déjà un peu booké, et puis finalement on trouve une semaine après l'autre un espace pour mettre chacun de ces artistes, et donc même s'il y a 3 mois on savait pas du tout comment allait se présenter les derniers mois de l'année, maintenant on a une vision très concrète. Tout s'aligne assez facilement en fait, on se pose pas trop de questions, on n'est pas en train de booker 3 ans en avance, etc. Mais à chaque fois, heureusement, on croise les doigts, tout se goupille assez bien, il faut dire. Oui, tout se met bien en place. En tout cas, je dirais que c'est une progression positive, quoi. J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez fait un crowdfunding. C'était comment? Ça s'est bien passé? On a eu une super chouette expérience de crowdfunding. Encore une fois, c'était une première pour nous. C'était la première fois qu'on faisait ça. C'était vraiment très chouette, parce qu'on s'est senti très soutenus dans notre projet, quoi. On a eu un super chouette retour de tous nos proches, et même des personnes qu'on connaissait pas du tout. Donc on a été vraiment massivement aidés, et assez rapidement. Donc c'était vraiment
génial de voir tout cet engouement autour de nous et de se sentir soutenu et de voir que ça intéressait pas mal de gens au final. Oui, c'était délicat parce que créer une campagne de crowdfunding faisait du sens dans un projet comme celui qu'on fait, qui réunit beaucoup de communautés. Et au même temps, c'est toujours délicat de demander du soutien financier à notre entourage, que ce soit nos familles, nos amis, etc. Et je pense qu'on était très émus de voir à quel point, ne serait-ce que par des petits gestes ou même des fois des messages vraiment touchants de gens autour de nous et même qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui étaient ravis de nous voir nous épanouir et surtout de soutenir un projet comme celui-ci, dans l'espoir d'un jour eux aussi exposés ici ou juste tout simplement parce qu'ils veulent voir des initiatives comme celle-ci qui continuent d'évoluer, etc. Donc un grand merci à tous ces gens qui nous ont soutenus et qui permettent en fait que Nectar soit ce que c'est aujourd'hui et toutes les petites rénovations qu'on fait depuis. Et donc, vous accueillez plein d'activités ici, plein de styles, on en a parlé. Vous avez des artistes locaux, des workshops comme la reliure, la broderie. J'ai vu qu'il y avait de la peinture végétale, des haïkus. Vous avez vraiment de tout là. Donc, quel type de gens finalement viennent ici? Est-ce qu'ils viennent juste pour les haïkus ou bien pour le maquillage vegan ou bien c'est finalement un peu les mêmes qui partagent cette même envie de... Je pense que les personnes qui viennent faire les workshops, c'est quand même un certain type de public qui est quand même attiré par tout ce qui est durable, éthique et local, etc. Après, vu notre localisation, on est assez bien placé et ce quartier, c'est un brassage incroyable de tout type de personnes. Donc, au quotidien, je pense pas qu'on cible un public précis. Il y a vraiment plein de personnes de tout milieu confondu qui viennent visiter la galerie. Mais c'est vrai que pour les workshops, je pense que c'est... je peux pas mettre de nom sur le type de personnes, mais... Et typiquement, il y a une communauté qui vient régulièrement aux différents workshops. Tout ce qui est yoga et compagnie, clairement, ça c'est axé pour un type de public, mais je dirais pas que c'est ce même public qui vient aussi regarder nos expos, etc. Et c'est ça qui est très chouette aussi, vu que on représente différents artistes. Même là, pour l'instant, c'est une styliste gantoise. Donc, il y a toute une communauté flamande qui est venue. Quand c'était un truc plus urbain, on a eu un peu tous les skateurs, les taggers, etc. de Bruxelles. Donc, c'est hyper chouette parce que c'est plein de cercles qui viennent se mélanger, se rencontrer. Donc en fonction des expos et des activités, voilà, à chaque fois on a des cercles différents. J'ai l'impression qu'en fait nos workshops fonctionnent un peu de la même façon que nos expositions et nos dépôts, etc. C'est-à-dire que l'artiste ramène un peu sa famille, son entourage. Et quand on propose des workshops ici, c'est pas nécessairement un workshop organisé et enseigné par Nectar, mais c'est un artiste ou un créateur qui va nous contacter parce qu'il a cette volonté de partager son savoir-faire. Et alors, généralement, lui a déjà aussi sa communauté. Donc lui apporte sa petite son entourage, quoi, sa petite touche et donc au final c'est pas forcément par exemple le public de Nectar connaîtrait pas forcément telle activité ou tel atelier, mais parce que cet artiste le propose et en parle et ramène lui sa communauté, alors ça va intéresser notre communauté et donc il y a vraiment une synergie qui se crée, quoi. Et donc des gens qui étaient venus pour une autre expo qui n'avait absolument rien à voir avec le maquillage vegan par exemple, va découvrir ça grâce à une autre personne qui est venue partager son savoir-faire. Non, c'est vraiment super. Donc moi c'est quelque chose qui me passionne aussi quand je vois vos stories sur Insta. C'est chaque fois que je clique, je me dis okay, qu'est-ce qu'ils vont proposer cette fois. Et ça pourrait sonner mal du genre qu'est-ce qu'elles font celles-là encore, mais c'est le contraire, c'est plutôt okay, qu'est-ce qu'elles vont me tenter encore une fois avec je ne sais pas quel workshop ou quelle expo. Donc moi je trouve ça vraiment super et donc bravo pour ça, franchement c'est trop bien. Et du coup je me demandais est-ce que cette idée de créer ce genre d'établissement vous l'avez vu ailleurs et ça vous a inspiré par ce qui se passe dans des villes comme Paris ou d'autres villes peut-être plus culturelles ou c'est juste que au fil des choses ça se profile comme ça comme vous l'avez un peu expliqué?
C'est une bonne question. À ma connaissance, je vois pas un autre lieu comme ça. Peut-être la tricoterie qui fait aussi pas mal de trucs dans tous les sens, mais nous, évidemment, on a une échelle bien plus petite. Mais Moi, je dirais qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que autant Alicia comme moi, encore une fois, on avait beaucoup d'intérêts divers. Et quand on parlait de créer ce lieu, à chaque fois qu'on essayait de trouver finalement un exemple, parce qu'on essaye toujours de se baser de ce qu'on connaît, Alicia me disait oui, mais voilà, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai vu cet endroit et c'était trop cool parce qu'il faisait ça, et puis il faisait ça, et puis il faisait ça aussi, et j'aimais bien qu'il y ait tout. Et quand moi je parlais de mes expériences au Guatemala, je disais oui, mais ce qui est génial dans ce genre de pays, c'est qu'on va avoir autant des shows en live qu'on va avoir quelqu'un qui est en train de faire son tissage juste à côté, et donc il y a plein de choses qui se passent. Donc on avait déjà des exemples en fait dans notre vie de personnes qui aimaient mixer plusieurs intérêts, plusieurs passions. Après, ce n'était pas concrètement, je pense que ça se faisait naturellement en fait, c'était pas un concept. Et bon, après, comme dit Alicia, il y a aussi il y avait déjà des exemples comme la tricoterie ou autre, même fais-le toi-même mais c'est des échelles beaucoup plus grandes. Et eux sont plus axés sur un pôle bien spécifique. Oui, qui serait du coup éthique et durable, local. Et bon, au final, je pense que c'est aussi une vibe ou un boom qui existe en ce moment. Et comme nous, on a eu cette envie de créer cet espace, je pense qu'il y en a plein d'autres qui en ce moment essayent aussi de se lancer. Et c'est pas forcément une idée qui a inspiré l'autre, c'est juste une envie de faire mieux, une envie de partage, une envie de retourner au savoir-faire ancien, et donc chacun de son côté développe sa petite communauté et ses ateliers. Donc c'est pas vraiment qu'il y a eu une première personne et qu'après tout le monde est venu, c'est plus un boom qui a une envie commune, clairement. Une envie commune, ouais. Une envie commune. On a tous un peu envie de faire changer les choses à notre échelle, quoi. Alors, la question difficile. C'est pour toi, Margot. Donc vous avez invité plein d'artistes et plein de workshops différents. Quel est le projet qui vous a tenu le plus à cœur? Oui. C'est très compliqué à dire, ça. Je pense que, comme on disait, ça se base beaucoup sur les coups de cœur, donc ils nous tiennent tous à cœur. Après, non, vraiment, et chacun était tellement différent l'un de l'autre qu'on les a chacun appréciés pour ce qu'ils étaient. Par exemple, quand on a eu le Resto Nomade de Smala, c'était toute une expérience gastronomique et géniale de voir cet espace se transformer en restaurant pendant un week-end. Mais de la même façon, la semaine dernière, justement, on a eu l'exposition d'une artiste qu'on a vue grandir devant nos yeux dans les 6 derniers mois, qui a commencé en même temps que Nectar a commencé, et c'était génial de dire qu'elle faisait sa première expo solo chez nous après l'avoir découverte il y a 6 mois à travers les réseaux, et qu'on l'ait encouragée. On lui dit il faut absolument que tu continues parce que c'est absolument génial ce que tu fais, et donc ça, je pense que c'est une expo qui nous a beaucoup tenu à cœur, mais on les aime tous. On les aime vraiment tous. Et c'est chouette, à chaque fois qu'on a un vernissage, c'est un peu... Enfin, moi, personnellement, c'est toujours mon jour préféré parce que je vois le lieu se transformer complètement. Entre la semaine dernière, l'espace était tellement bien aménagé avec cette exposition, et on se disait « Ah, ça serait tellement chouette que ce soit tout le temps comme ça ». Et là, quand on voit l'exposition qu'il y a en ce moment, c'est aussi super chouette. On se dit « Ah, ça serait chouette que ce soit tout le temps comme ça ». Donc au final, chaque exposition a marqué à sa façon, et on les aime tous pour différentes raisons. Certains parce que leur approche était absolument géniale, d'autres parce que leur parcours est hyper touchant, ou d'autres parce qu'on est passionné par ce qu'ils font spécifiquement, que ce soit la céramike ou la peinture, ou des fois c'est des amis à nous, et ça nous fait énormément plaisir de les voir exposer. Enfin, par exemple, quand tu avais organisé l'exposition de Vincent, c'était un rêve pour lui d'exposer ses photos, et je pense pour Alicia de montrer ce que son ami faisait. Donc voilà, chaque expo était hyper spéciale à sa façon, quoi. Vous organisez aussi des cours de yoga. Comment vous organisez la salle pour installer les matelas, etc., si vous avez des expos constamment? Il y a, je sais pas combien de personnes qui viennent déjà à ces cours de yoga? C'est des petits comités. Je pense que c'est maximum 10 personnes, mais en général, elles sont plus 5-6. Ça dépend un peu des fois, ça va, ça vient. Mais notre espace est assez épuré et minimaliste, et c'est volontaire pour justement pouvoir accueillir toutes sortes de workshops, même nos autres ateliers, etc. Je dirais que notre espace est modulable, mais bon, c'est quand même quelque chose qu'on
qu'on discute avec les artistes qui vont présenter, évidemment. Certains ont une volonté que... Enfin voilà, s'ils considèrent qu'ils ne veulent pas avoir des cours de yoga, évidemment c'est quelque chose qui peut se discuter, alors on trouve une solution pour décaler le cours. Mais on trouve ça aussi très chouette que les gens puissent faire un cours dans un environnement très artistique et créatif. Il y a aussi cette harmonie qui se fait et qui est très chouette. Enfin, certaines fois, les artistes sont hyper partants et ils n'ont aucun problème à ce qu'il y ait des cours de yoga. Et d'autres fois, on a eu des demandes pour justement les déplacer parce que c'était pas possible. Donc, encore une fois, on s'adapte aux clients et on voit ce qui est possible. En tout cas, les élèves de yoga, eux, aiment trop pouvoir faire ça au milieu d'une expo ou voir un environnement qui change. Et ça reste assez zen, donc voilà, pour eux, on a des super chouettes retours aussi de ce côté-là, donc voilà, pourquoi pas le faire. Parce que du coup, le yoga, c'est quelque chose de récurrent, vous faites ça toutes les semaines. C'est hebdomadaire, ouais. On organise aussi des voyages sonores, je dirais, 1 à 2 fois par mois, et là c'est pareil, on pousse un peu tout et on fait ce genre d'expérience, donc ouais, notre espace est, comme disait Margot, modulable et on voit un peu plein de choses dans tous les sens, mais on n'est pas, de nouveau, on n'a pas ce carcan, que ce soit avec les artistes ou dans notre espace même, il n'y a pas plein de meubles partout qui sont immuables, quoi. Du coup, attends, expérience sonore, en quoi ça consiste? Un voyage sonore, c'est... donc on a un ami qui fait ce qu'il appelle les voyages sonores, il utilise en fait des instruments un peu intuitifs, / chamanique, et donc en fait tout le monde se met en cercle autour de lui en position méditative, et donc lui avec ses instruments pendant 1 heure il joue, et en fait les vibrations de ces instruments, donc c'est style des bols chantants tibétains, des gongs, des didgeridoo, des choses comme ça, ça a des vertus thérapeutiques en fait, ou en tout cas très relaxantes. Donc voilà, il partage sa passion comme ça un lundi tous les X. Donc c'est assez conceptuel, mais c'est très chouette, très agréable. Ouais, ça a l'air. Alors, la question dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez un message pour les auditeurs? Est-ce qu'on a un message pour les auditeurs? Il faut pas hésiter de croire en ses rêves et que c'est pas forcément facile. Il y a toujours beaucoup de barrières, beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui vont nous remettre en question, mais que quand on a une impulsion, une envie de faire, une étincelle, il faut justement y croire et que... Pas se poser trop de questions et foncer. Voilà, les questions, on se les pose sur le moment quand il faut, et croire en soi, et croire en les autres, et je pense que quand on a un bon instinct, ou en tout cas un bon élan, et que ça vient de valeurs positives, encourageantes, il n'y a pas moyen que ça ne fonctionne pas, ou que ça n'ait pas un impact positif sur soi et sur les autres, donc il faut y aller, quoi. Wow, super, merci. Eh bien, voilà, je pense que c'est la fin du coup. Merci beaucoup, Alicia, Margot. C'était super intéressant. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à les suivre sur Instagram et Facebook et aller les voir rue Haute. À bientôt. Merci à toi.